Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette plateforme de la création architecturale dont vous êtes familiers. Je vous remercie pour votre fidélité. Nous avons un immense plaisir de recevoir ce soir Peris Toral de Barcelone et Bourbous Graindorge, même si seul Grisha est là ce soir, mais leur petite fille étant malade, la maman est restée à ses côtés, ce qui est bien normal, mais elle reviendra, je vous le promets. Voilà, donc ce soir, justement, il va avoir une tâche importante. Il va représenter l'agence et il va parler à une seule voix, mais ils parleront à deux, car Cécile est très impliquée dans les projets. Le film nous le montre très bien. Alors, avant de commencer, je voudrais dire que ce soir, on va beaucoup parler de logement. Et il se trouve que la thématique du logement est une thématique très très importante, déjà ici à la plateforme, puisque nous avons un laboratoire du logement, mais à un niveau national, je rappelle que la France a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour l'expérimentation sur le logement. C'est ceux qui sont engagés pour la qualité du logement de demain. Voilà, la clôture, c'est le 18 février. Donc les architectes, la maîtrise d'ouvrage est appelée et impliquée dans cette opération. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Par ailleurs, puisqu'il y a nos amis catalans ce soir, on ne peut pas ne pas parler de Oriol Bohigas, qui est grande figure de l'architecture et de l'urbanisme catalan et à Barcelone, qui nous a quittés il y a très très peu de temps. Donc je voudrais lui avoir une pensée pour lui ce soir, à quel point il était important pour la question de la ville et du logement. Il ne séparait jamais les deux choses et il s'est battu beaucoup pour les questions d'être justement avec cette politique d'acupuncture urbaine justement dans les périphéries. Donc c'est là où par le logement justement on pouvait changer, j'allais dire, l'aspect des choses pour pas venir l'avenir du monde peut-être. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que va se passer cette, je dirais pas confrontation, puisque c'est tellement agréable de voir toujours ces discussions entre deux équipes, une de France face à une autre venant d'ailleurs en Europe. Alors la scène barcelonaise nous est très familière ici, vous le savez, mais au-delà de ça, il y a là quelque chose qui les rassemble, c'est la question du logement. Je le souligne et le répète encore. Et c'est Olivier Damias, donc notre critique invité, à qui je vais passer tout de suite la parole. Et c'est lui le maître à bord ce soir. Vous allez voir, il y a toujours des surprises avec lui. Donc je laisse. Merci Olivier et merci à vous tous. On se revoit après. Merci Francis pour cette introduction. Merci à tous d'être là ce soir pour. Alors, il ne faut pas que je me trompe. C'est le duo, le premier. Le duo d'ouverture, je me suis trompé, de la saison 2 2021, et le 18e en tout cas, depuis l'existence de la plateforme. Donc c'est une saison qui s'ouvre encore sous l'empire de la pandémie, comme la précédente. Et alors l'an dernier, nous avions dû organiser un débat mi-présentiel, mi-distanciel. Et ce soir, même si après nous n'avons pas pu organiser un rafraîchissement impôt, nous avons au moins la chance d'avoir nos deux protagonistes dans un même lieu, enfin presque, puisque je pensais que Cécile serait là ce soir et n'a pas pu être là. Donc nous avons avec nous l'agence nantaise Bourbous Graindorge, représentée par Grisha Bourbous et Peris Toral. Grisha Bourbous et Cécile Graindorge, donc surtout respectivement, Grisha, vous avez étudié à l'ENSA de Belleville avec un détour par la technique université de Delft. Cécile avait étudié en Espagne et à Madrid et à l'école d'architecture de Montpellier. Donc un des actes fondateurs de l'agence a été pour vous aussi une bourse sur l'envers des villes qui vous a amené à parcourir l'Europe à la recherche des architectures extra-normales. Donc c'est un peu la recherche de ces architectures sans pédigré, telles que les appelait Bernard Rudowski, et qu'il avait montré dans les années 60 dans son exposition Architecture sans architecte, qui est aussi un catalogue qui est assez dans l'histoire de l'architecture. Donc Marta Peris, vous êtes originaire de Majorque et José Toral de Madrid. Vous êtes tous les deux formés à l'ETSAP, donc c'est l'Escola Técnica Superior d'Architectura de Barcelone, où ont été formés Antoni Gaudí, on peut le rappeler, Ricardo Bofill, bon, c'est un autre genre, Miralles. Et en 2005, comme Grisha Bourbous et Cécile Graindorge, vous ouvrez votre agence après avoir remporté un concours de logement. Et depuis le logement, surtout le logement social, constitue, avec des aménagements d'espaces publics, l'essentiel de votre activité.
Donc Grisha, Bourbouze et Sylgrain d'Orge font également beaucoup de logements. Et hors de ce programme, ils ont réhabilité la base sous-marine de Saint-Nazaire avec 51 N4E. Tous ont reçu de nombreux prix. Alors on n'est pas une foire agricole ou une exposition universelle, on ne va pas les énumérer, mais disons juste que Bourbouze et Grain d'Orge ont été lauréats des AJAP ou des NAJA, je ne sais pas comment on les appelait à l'époque, en 2006. Que vous avez, Péris et Toral, reçu le prix MAPEI pour la sustainabilité, pour la durabilité, disons, et que vous étiez Best Architect 22, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, il y a 2 mois, vous avez encore reçu un prix, et à cette occasion, on s'est vu à Paris, mais surtout, je voulais signaler, vous avez insisté pour aller visiter la cité Napoléon, que vous avez pu voir, et là encore, donc ça montre un peu votre attachement au logement. Donc avec Francis, au vu de vos productions et de la place du logement aussi dans vos réflexions, on a décidé d'axer cette discussion sur le logement. Donc c'est un thème qui a beaucoup occupé l'actualité française en 2021, avec la publication de nombreux rapports et de recherches qui se penchent sur le logement, un peu comme on va au chevet d'un malade. Je ne sais pas si en Espagne on fait autant de rapports sur le logement qu'en France. On fait des recherches, on écrit, il y a des recherches nationales, des rapports ministériaux. Non, est-ce qu'il y a beaucoup de recherches sur le logement officiel en Espagne? Non, pas autant qu'il y en a en France, en tout cas pas autant que ce que vous nous avez dit. Donc voilà, on s'est penché sur la pénurie de logements dans tous ces rapports, sur la manière de relancer la construction, des questions d'isolation thermique, et sur des notions plus difficiles à appréhender comme la qualité, donc, qui ont été abordées par le rapport Leclerc-Girometti et le think tank Idéal, qui est d'ailleurs représenté dans la salle, avec des architectes plus ou moins représentés, et même des fois carrément absents de ces rapports. Alors est-ce que ça veut dire qu'on pense que les architectes, comme disait Clémenceau pour les militaires, le logement est une chose trop sérieuse pour être laissé aux architectes? Peut-être, on pourra voir. Donc en tout état de cause, j'aimerais qu'on profite de cet espace pour voir ce que des architectes peuvent proposer en matière de logement, quel constat ils dressent sur la situation et comment ils imaginent ou pas qu'on puisse la modifier. Donc voilà, je voudrais des architectes qui parlent de logement, si on peut mettre une première citation, commencer avec Mies van der Rohe. Donc Mies van der Rohe qui dit « Il n'est pas tout à fait inutile d'affirmer aujourd'hui avec force que le problème de l'habitation nouvelle est bien, malgré ses aspects techniques et économiques, un problème d'ordre architectural. Il s'agit là d'un problème complexe et qui ne peut être résolu ni par des moyens comptables, ni par des mesures opérationnelles, mais bien seulement par le déploiement des forces de la création. » Donc voilà un peu le programme qu'on a fixé ce soir. Donc nous allons voir ce thème du logement avec 3 thématiques qui portent sur l'insertion urbaine, l'habiter, sur comment on vit chez soi avec les autres, et puis enfin les questions de réglementation, de performance qui entourent de plus en plus le logement. Donc pour la première partie, j'aimerais qu'on se penche sur le rôle urbain du logement, sa façon de constituer la ville au-delà du chez-soi, quelle insertion, quel rapport à la rue, que l'on pense à la rue haussmannienne ou aux grands ensembles, les dimensions et la façon dont le logement a fait ville a pu varier. Et pour introduire ce sujet, j'aimerais présenter un extrait d'une vidéo d'un projet que vous connaissez, où on voit Gérard Grandval présenter son projet le plus célèbre, Les Choux de Créteil. Et c'est aussi un hommage à l'architecte qui vient de nous quitter et qui nous a quittés le 2 décembre. Faisait un petit grand écart, c'est-à-dire qu'en opposition à René Gailloustet, à ce que j'appelle cette architecture donc très, très militante, non seulement pour les matériaux, mais pour tout ce produit logement de la périphérie parisienne, il convient évidemment d'opposer Gérard Grandval, qui lui au contraire commence à l'intérieur même de Paris par faire de la décoration pour Cacharel. Enfin, c'est pas non plus méchant de ma part de dire que Grandval est d'abord un décorateur, avec ses bureaux de Cacharel qui ont été connus et publiés, donc là au début des années 60. Voilà, si vous voulez, cette vue générale de Créteil, qui effectivement n'est pas une ville unitaire. Finalement, le choix qui avait été pris était en fait d'individualiser les quartiers, qui étaient déjà
spatialement très séparés. Ceci étant, le Dufaux, qui donc était chargé de la coordination générale, qui est en fait donc l'architecte en chef de Créteil, avait assez clairement posé le problème. Créteil ne pouvait pas être une ville au sens où nous l'entendions, avec une étroite imbrication d'activités, de logements, comme les villes où nous avions l'habitude de vivre. Ce qui domine la structure de la ville, ce sont les autoroutes et les échangeurs. Et à côté de ce quartier, c'est vrai qu'il y a un échangeur qui a la taille du quartier. Alors ça fait des grands espaces que les passerelles piétons ne comblent pas. Alors, voilà le principe de ce projet. Il était au départ, ce n'est pas le plan qui a été complètement réalisé, il était prévu avec 5 de ces immeubles qui étaient des silos de voitures en même temps que des ensembles d'habitations et des jardins. Un de ces immeubles au centre a été réalisé et 9 des bâtiments plus élevés de 13 niveaux, ainsi que 2 écoles. 2 des écoles qui sont à l'intérieur des dunes qui protègent. C'était un quartier qui se refermait et se protégeait, et c'est comme ça que nous l'avons conçu. Donc ce projet s'est traduit par ce que nous avons proposé, par 2 types d'immeubles. On a appelé les choux, on a appelé les maïs. Un immeuble original qui était un immeuble où autour d'un noyau de voitures, on avait une couronne d'appartements et donnant sur des sortes de petits jardins suspendus qui étaient donc ces pétales. Et puis des immeubles plus hauts de 13 niveaux qui, eux, étaient groupés autour d'un garage circulaire enterré, ce qui fait que d'une certaine façon, les voitures avaient été effacées de ce quartier et que sa dimension végétale, y compris dans la forme, y compris dans la peau, puisque dans mon idée, ces architectures, ces bétons devaient se recouvrir de végétation et changer un peu avec les saisons, ce qui s'est fait un peu dans les premiers étages, mais pas dans toutes les hauteurs. Donc une sorte de village en hauteur, de maison à jardin, effectivement protégé de l'extérieur. Un peu, je dirais, le rez-de-chaussée à tous les étages d'Alphonse Allais. L'idée. Donc c'était Gérard Grandval qui intervenait avec René Gailloustet au pavillon de l'Arsenal en 91. On voit que c'est une œuvre, c'est un logement qui est devenu beaucoup plus qu'un logement, puisque c'est tout un quartier maintenant qui est rentré aussi dans l'imaginaire collectif. L'œuvre les bâtiments qui avaient des formes assez sculpturales, puisque c'était l'époque, sont devenus aussi classés dans le catalogue un peu du patrimoine brutaliste. Il y a un rappeur qui a dit que les balcons c'est trop de la balle, enfin en substance, c'est plus exactement la citation. Tout ça c'est pour dire en fait que le logement ça peut aussi nous emmener et faire bien autre chose que sa propre fonction et par sa forme générer des histoires, des imaginaires. Donc je voudrais demander d'abord à José Toral, Martha Péris, comment vous pensez que le logement peut faire la ville? Comment vous voyez un peu le rôle du logement dans la ville et... Donc on a quelques images qu'on va projeter aussi. Je dirais que 90% du tissu de la ville sont faits de logements. Une ville, c'est 90% de tissu logement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir la capacité à générer des espaces publics,
d'arriver à articuler des espaces qui vont être intermédiaires et progressifs, car en fait la ville, c'est pas juste un espace confiné, il faut qu'il y ait un intermédiaire entre la ville et la rue. En fait, pour nous, la manière de faire des logements doit rester le plus anonyme possible, car ce fort pourcentage du tissu urbain qui est fait de logements doit rester neutre. En tout cas, la réponse donnée au logement doit rester neutre. En fait, ce n'est pas le logement qui est le protagoniste, il doit contribuer à ce qui existe. Et ça, c'est la base même de notre point de départ, de notre prémisse. En fait, il y a des frontières de changement de tissu, des différents espaces dans la ville, et nous pensons qu'il y a ainsi davantage de possibilités d'avoir des protagonistes différents, des présences. Grâce à cet anonymat qui nous intéresse, nous pensons qu'on a la possibilité pour que certains endroits aient une présence très significative et soient en mesure de générer un espace public qui va avoir une identité. En fait, c'est l'équilibre entre l'identité et l'anonymat. Tu as dit tout à l'heure qu'on avait visité pendant notre visite à Paris la cité Napoléon, et c'est un endroit où effectivement les gens qui vivent ne se rendent pas compte de l'architecture qu'ils ont à côté d'eux. Et ça, c'est la grandeur, avoir un joyeux architectural comme la cité Napoléon et ne pas en être conscient. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc on doit presque oublier son bâtiment, on ne doit même pas le remarquer. On doit oublier, la maison où on vit doit se fondre pour vous dans le tissu urbain. C'est un peu l'anti-Grand Val, c'est l'opposé un peu des choux qu'on vient de voir. Oui, il y a des moments dans la ville où on veut être anonyme et des situations où en revanche c'est une occasion d'affirmer davantage sa présence. Mais ça ne dépend pas de l'architecte, ça dépend des circonstances. En fait, nous, dans cet exemple, si vous voulez, il y a la question de l'identité qui est importante. Créer une identité, c'est quelque chose qui doit fonctionner par-delà le support physique. Il y a le lien entre l'usager et le lieu. Et pour ce projet que nous ne connaissons pas en profondeur, je crois qu'il a une identité, comme il disait, c'est-à-dire que les gens doivent s'identifier avec le lieu, et ça, c'est important. C'est un peu une représentation utopique, c'est un peu comme un rêve de penser que le logement peut changer la manière dont vous vivez, la manière dont les attentes que l'on va avoir. En fait, et ça, l'anonymat ne le génère pas. Mais pour nous, il est important qu'il se noie dans le tissu urbain et que c'est une opportunité justement parce que ces endroits de suture, de lien, de couture urbaine, avec des endroits, des travées, des endroits très commerciaux, nous, on n'a pas ça. Et nous profitons de la possibilité de certaines situations urbaines et des exceptions pour coudre des situations, si vous voulez, et trouver l'opportunité de générer un logement différent, pas forcément par un côté spectaculaire ou son apparence. C'est toujours des réponses très contextuelles qui s'accordent avec la ville. Il n'y a pas de modèle, de type que vous définissiez, comme on a pu le voir peut-être avant dans d'autres architectes espagnols de Barcelone, comme Francis Teboigas, où on a en fait une forme très forte qui s'impose dans la ville, ou un peu une architecture d'auteur, enfin la force du logement lui-même qui s'impose à tout le reste du tissu urbain, en tout cas qui parle assez fort dans la ville. Sí,
Oui. Je pense que ceux qui ont étudié dans les universités où nous sommes allés sont contextualistes. En fait, l'université de Barcelone, les PSAP, nous donne toujours une lecture de la ville avec une présence importante de l'urbanisme et une idée que la ville, c'est une somme de petits morceaux, de petites pièces. Et pour nous, c'est impossible de nous écarter de cela parce que c'est ce qu'on a appris, c'est la lecture qu'on a appris de la ville. C'est ainsi qu'on voit les villes. Tu as cité Miralles. Pour nous, Miralles, c'est un génie dans la lecture de la ville qu'il donne, avec ses plans de situation. Ce qui était plus intéressant, c'était pas les projets, mais le morceau de ville qu'il allait choisir et ce qu'il allait faire de la ville à travers ce qu'il dessinait. Et même si ça n'est pas forcément être contextualiste à chaque fois, mais ça veut dire qu'on part de l'idée que notre pièce à nous fait partie d'un tout plus grand. C'est ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas amoureux de ce que fait Bofill, par exemple, cette manière de générer un système avec des logements différents, mais un Val d'Emset à côté de l'autre, ça n'irait pas, ça ne ferait pas une ville si on les mettait côte à côte. On est plus partisan de comprendre que, bien sûr, si on avait la possibilité de le faire, on le ferait, mais c'est une façon de voir les choses différemment. C'est Miralles, mais nous, Bofill, c'est pas seulement Walden-Seven. En France, c'est aussi Cergy, c'est aussi la place de Catalogne, où là, c'est un ensemble tout seul qui fabrique son environnement et pratiquement exclut la ville, finalement, même s'il produit des choses très fortes. Donc il y a aussi cet aspect du logement autonome monumental que vous, visiblement, n'est pas le vôtre. Je ne sais pas si on en avait l'occasion. Il est certain que à chaque fois, il faut essayer de comprendre les questions qui nous sont posées. Il faut se situer par rapport à ce que l'on peut faire. Tous les concours qu'on a réussi à gagner, il y avait des spécifications très fixes et on avait peu de liberté. Et c'est là qu'on commence à étudier les choses. Tout était prédéterminé. C'est le contexte dans lequel on travaille. Donc, si on avait l'opportunité de faire d'avoir plein de liberté, de faire un bâtiment totalement unique dans un endroit, bah oui, ça nous passionnerait. Il ne faut pas croire que on a cette position et qu'elle ne peut pas être changée, mais on s'adapte. Mais pour revenir à ce qu'expliquait Martha, il est important de savoir que 90% du tissu urbain, ce sont les logements et ils ne peuvent pas être singuliers et uniques. Mais on aimerait faire partie de ce pourcentage singulier, mais il est important de tenir compte du contexte des 90% de tissu urbain. Et vous, Grisha, alors vous avez fait des logements à la fois dans des contextes français qu'on connaît. Alors il y a eu à la fois des logements dans des tissus existants où on est dans la requalification, je pense à projet de Pajol, et d'autres projets où vous êtes intervenu dans des contextes de ZAC. Donc là, on est un peu dans des choses nouvelles. Donc vous pourrez peut-être nous parler de ça. Comment vous abordez un peu cette question? Là aussi, on a quelques exemples de... Là, ça va? Oui, pardon. Ricardo Bofill, oui. Ricardo Bofill, il a eu un retour en grâce un peu récemment en France, mais pendant longtemps, c'était quand même le mouton noir. C'est vrai qu'il y a des situations, je pense plutôt au projet qu'il a fait en France, pas à Waldenset, qui est plutôt une sorte de totem. Ce qu'il a fait en France, c'est plutôt des environnements assez englobants, en fait, qui urbanement ne sont pas inintéressants d'ailleurs, mais leur grande faiblesse, je pense, c'est qu'ils sont... la question du logement et de sa spatialité intérieure est complètement disjointe de la scénographie urbaine qui est créée. Donc les logements sont vraiment de piètre qualité, même si l'environnement urbain qui est créé est parfois assez qualitatif et d'une certaine manière à durer dans le temps. Disons que moi, je pense que la distinction
qui est importante de faire, c'est que c'est intéressant j'expliquerai un petit peu après les photos, de faire la distinction entre le type de lieu dans lequel on intervient. C'est-à-dire que effectivement, faire dans un site donné en s'appuyant sur un contexte de ville historique qui nous a été légué, je dirais, aussi bien dans les centres-villes espagnols que ce qu'on peut trouver en France, on peut intervenir et faire un travail assez, je dirais, spécifique. C'est vrai qu'en Espagne, il y a eu beaucoup de projets comme ça dans les années 1990-2000, d'une architecture très raffinée, pleine de tensions spatiales, où on vient s'insérer dans un tissu existant. Et on a eu aussi notre lot en France dans un style un peu différent. Mais ce genre d'opérations se font de plus en plus rares, à vrai dire. Nous, quand on a démarré notre carrière, c'est un grand mot, mais en 2005, on a fait effectivement quelques opérations dans des centres historiques. On parle d'opérations en dents creuses entre deux bâtiments, qui sont d'une certaine manière assez faciles parce qu'on n'a pas grand-chose à faire. On peut effectivement se contenter d'une attitude assez anonyme. Parce que les choses sont déjà là. Le contexte est là, la ville a été créée par d'autres générations. La grande difficulté pour moi, je pense aujourd'hui pour les architectes, c'est de fabriquer du contexte. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'être contextualiste, parce que dans certaines situations, il n'y a absolument rien. En France, effectivement, c'est ce qu'on appelle les ZAC, qui sont en général des extensions urbaines sur des grandes zones, qui sont des zones agricoles, qui sont des zones industrielles, où on peut s'attacher à quelques tracés, mais au fond, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a préexisté, en tout cas en termes d'usage. Et je crois que c'est aussi quelque chose que connaît pas très bien Barcelone, mais qui s'est passé autour de Madrid, où il y a eu des immenses extensions sur des espèces de grands quadrillages, où les architectes, pour le coup, là, se retrouvent dans une situation très complexe. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer du contexte. Il faut fabriquer un contexte qui soit effectivement un contexte qualitatif en termes de relations entre l'espace public et logement. Et là, c'est vrai que les choses deviennent un peu plus compliquées. Parce que d'une certaine manière, la complexité sur laquelle on pouvait s'appuyer quand on intervient dans un contexte dents creuses, où on n'a plus qu'à révéler, je dirais, un petit peu ce qui existe, et bien là, il faut la créer. Il faut la créer parce qu'effectivement, sans complexité, on se retrouve dans une attitude, dans une logique, je dirais, extrêmement... on se retrouve vite dans une logique très systématique, très répétitive, parce que, notamment quand on est confronté à des opérations de taille importante. Donc nous, c'est vrai que c'est ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, à savoir, voilà, comment créer, d'une certaine manière, une certaine complexité spatiale qui profite au logement, qui génère, je dirais, une diversité de typologies et qui fabrique du coup un espace public qualitatif. J'ai sélectionné un projet. Alors, ce n'est pas vraiment le contexte de ZAC ex nihilo dont je parlais, pour le coup. Ce serait peut-être un peu plus vendeur, on va dire. Mais bon, c'est un contexte urbain sans grande qualité, on va dire. Ou en tout cas, les qualités qu'on prête à la ville en général, qui est un projet en cours de chantier, où on a essayé justement de tirer parti de certaines spécificités du contexte pour fabriquer des logements spécifiques. Donc ça, c'est des photos du site. La photo juste avant, je vais aller assez vite comme ça pour illustrer mon propos. Voilà, donc c'est au nord de Nantes. C'est un projet d'une 50aine de logements. On a un contexte d'habitat social des années 60-70 avec des grands équipements qui sont situés autour dans un espèce de parc arboré très généreux. Et puis au sud, un tissu pavillonnaire de maisons individuelles. Voilà ce qu'on voit ici. Oui, c'est vraiment très contrasté. Et on intervient dans une parcelle avec une géométrie un peu curieuse, qui est une espèce de grande forme un peu bizarre, où on a cherché à reconstituer à la fois une sorte de périmètre, c'est-à-dire de ne pas se situer dans une architecture ou un espace urbain qui soit constitué, je dirais, d'objets célibataires. Donc on reconstitue une sorte de frontalité entre quelque chose qui ressemble à un cœur d'îlot, même s'il n'est pas du tout fermé,
et quelque chose qui ressemble à une frontalité qui fait face aux rues. Et tout ça dans un gabarit assez dégressif. Voilà ce que vous voyez là, c'est-à-dire que les bâtiments qui sont sur le boulevard sont en 4-5 étages. Ensuite, il n'y en a plus que 2. Et puis ensuite, c'est un étage et ça finit avec des rez-de-chaussée. Et chaque bâtiment correspond à une typologie finalement urbaine assez particulière. Ici, c'est des bâtiments en plot avec une cage de distribution centrale et puis vous verrez des logements plutôt dans les angles. Ici, c'est un bâtiment linéaire constitué de cages d'escalier qui distribue 2 logements par étage. Et puis ici, c'est vraiment des petites maisons individuelles avec un petit patio qui ressemble un petit peu à ce qui se passe à côté. Et au milieu, il y a des chênes et des séquoias qui existent et qui contribuent un peu le cœur vert très qualitatif du projet. Et ce qu'on a essayé de faire, donc voilà, ça c'est la vue, donc c'est des images de synthèse sur le boulevard avec une façade urbaine, avec une sorte de colonnade, une sorte de scénographie. Il y a une maison de santé au rez-de-chaussée. Et puis dans le cœur d'îlot, le gabarit dégressif avec le bâtiment en longueur dont je parlais tout à l'heure et les chaînes existants. Et ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on voit ici avec les couleurs, c'est de travailler sur la question du seuil entre l'espace du logement et l'espace collectif. Donc on voit ici, dans les bâtiments qui sont des plots, ils sont un peu, ils ont une forme un petit peu chahutée pour s'adapter à la géométrie de la parcelle, avec une circulation axiale qui s'éclaire de chaque côté, et on trouve 4 ou 5 logements par bâtiment. Chaque logement se trouve dans un angle, et on a, vous voyez, en bleu donc la circulation collective, en rose les vestibules d'entrée dans les logements. Voilà, donc chaque logement dispose comme ça d'un espace de seuil. On ne rentre pas directement dans la partie la plus intime du logement. Il y a à chaque fois ce petit passage entre la partie collective et la partie plus privative qui est en jaune sur l'image, qui sont donc les séjours qu'on va trouver pour chaque logement, donc dans la meilleure orientation possible. Et donc ici, c'est des bâtiments typiques de grandes villas urbaines, on pourrait dire. Là, on est dans un registre plus linéaire avec les cages d'escalier qui viennent scander la façade et puis des logements traversants. Et puis ici, on va retrouver les petites maisons à patio. Voilà, et on voit après, alors ça c'est ce qu'on appelle les plans de vente, c'est pas très sexy, mais bon, c'est des documents très factuels qui montrent un peu la relation entre ce grand vestibule qui peut être presque une petite pièce où on peut avoir un petit bureau, quelque chose comme ça, et puis la géométrie ensuite des pièces de vie avec toujours les cuisines en premier jour qui fonctionnent un peu comme des cabines de pilotage pour le logement, et puis les espaces extérieurs. Un autre type de logement dans les angles, alors qui est une typologie un peu bis, où on a, vous voyez ici, un séjour cuisine traversant, séjour traversant, une cuisine salle à manger, la petite entrée toujours qui permet de ne pas voir directement dans le logement quand on pousse la porte d'entrée, et puis ici un espace qui peut même se recloisonner pour faire une petite chambre d'appoint ou un bureau. Les logements traversants plus traditionnels dont je parlais là dans ce bâtiment, et puis les petits patios à rez-de-chaussée qui trouvent également des espaces de vie traversants entre leurs petits patios et puis l'espace collectif au centre. Voilà, et donc j'ai montré tout ça pour essayer de montrer comment, dans une situation donnée, on ne cherche pas à homogénéiser, on cherche au contraire à s'appuyer sur cette complexité un peu qui est là, la géométrie de la parcelle en fait, pour générer cette diversité typologique. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être assez porteur, je dirais, en termes de fabrication d'espaces urbains, quand on intervient dans des zones où il n'y a pas grand-chose. Parce que je dirais une des faiblesses du projet urbain à la française, même si c'est quelque chose qui évolue peut-être, qui a évolué un peu récemment, c'est de fabriquer des enveloppes capables qui sont extrêmement génériques. C'est-à-dire que nous, en tant qu'architectes, et je pense qu'en Espagne c'est pareil, quand on intervient dans une parcelle, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avant nous sur le sujet, et on est un peu le dernier maillon de la chaîne. Et donc, en général, un urbaniste propose sur la parcelle donnée une capacité en mètres carrés et puis une sorte de forme en disant c'est plutôt un bâtiment comme ça ou comme ça. Et en fait, cette forme-là, en général, on peut assez difficilement y déroger parce que les surfaces et les quantités sont telles qu'il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Et elle est souvent très stéréotypée. Voilà, c'est un bâtiment qui fait 15 mètres d'épaisseur. Et donc, on est souvent très mal à l'aise dans des situations comme ça, où beaucoup de gens se sont penchés sur le sujet avant nous. C'est qu'on se retrouve finalement un peu bloqué. Et la liberté typologique que j'ai présentée ici, souvent on ne l'a pas parce qu'on est dans des formes urbaines qui sont trop génériques. Oui, alors, est-ce que... Oui, on voit qu'il y a toute une segmentation, au moins en France, du logement qu'on construit, que des gens font des lots, après vous intervenez, vous les modifiez plus ou moins. En Espagne aussi, ça vous est arrivé sur le projet, j'ai oublié le nom, avec un patio,
et des carrés. Enfin, donc, qu'est-ce que vous pensez de cette manière de faire la ville aussi? Est-ce que c'est pas un peu étrange d'être dans comme ça, des conceptions emboîtées? Est-ce qu'on a toujours quelque chose à faire, ou c'est pas une façon on dirait, diviser le risque? On dirait que on n'a pas tellement confiance en fait en un archi, on ne veut pas qu'il soit tout seul, donc on encadre beaucoup la conception architecturale et du logement. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision du risque? Est-ce qu'on peut faire des choses dans ces contextes-là quand même? De ce qu'a expliqué Grisha, j'ai beaucoup apprécié l'idée de la travée. Comment ça affecte 15 mètres, 12 mètres. Et celui qui prend cette décision va affecter totalement le type d'habitation qui va sortir. Et celui qui prend cette décision ne s'est jamais posé la question de savoir comment on va faire une maison, comment on fait un logement. Nous, quand on fait un concours, on essaye toujours de surmonter ces 15 mètres de profondeur. Si la parcelle permet d'avoir davantage de profondeur, ça va générer un problème qui permet ainsi de créer des patios et ça nous permet d'arriver au type d'espace qui nous paraissent intéressants. Et en fait, dans nous, ce qui nous intéresse, c'est le lieu social à l'intérêt de la zone publique de l'habitation, si vous voulez. Ces lieux qui sont partagés, qui fonctionnent comme activateurs sociaux. Quand on travaille avec un bloc de 10 mètres, c'est pas possible, parce que sinon, ça voudrait dire gâcher de l'espace. Mais quand on a une série de travées assez grande, à ce moment-là, ça commence à être un problème de salubrité, parce que si on ne crée pas ces espaces, on ne va pas résoudre le problème. Et en fait, ça nous paraît une occasion très importante. Et je pense que ça serait très bien que nous, on ait la décision, mais comme vous l'avez dit, on arrive avec des spécifications, des éléments. Et en fait, c'est quand celui qui a fait le projet, quand on a fait à Barcelone les 26, 30 mètres, là, ce sont des défis. Et dans ces défis, on a des opportunités de ne pas avoir ces zones de jour, zones de nuit, couloirs, parce que c'est un défi de profondeur. Il faut pouvoir faire apparaître des patios, des séries d'espaces intermédiaires. Et par ailleurs, tout cela vient se croiser avec la durabilité, le caractère durable, qui est une stratégie ou une dimension qui est à une autre échelle. Et il faut arriver à croiser la durabilité sociale, la socialisation et l'environnement. Et pour nous, c'est une vraie opportunité. Et on aime bien travailler avec cette profondeur. On a aussi ce problème. Quand on a des barres de 15 mètres, là, on peut rien faire. Tout a déjà été fait. Toutes les variations possibles, c'est déjà fait. Et on les a déjà vues. On a appris, d'ailleurs. On les a appris. Mais les nouvelles occasions viennent de la complexité. Et la complexité, elle vient de la profondeur et de la profondeur de la travée. Et c'est là qu'on a vraiment des possibilités. Dans le cas d'Ibiza, je ne sais pas si on peut mettre le projet d'Ibiza, le dernier. Quand il n'y a pas une hauteur réglementaire, mais que les choses sont en fonction de la distance à la limite, à ce moment-là. On va chercher le projet. Là, vous avez 23 mètres de profondeur. On n'avait pas une forme prédéterminée, là. Sinon que... on avait la distance par rapport à la limite de la parcelle et c'est ça qui nous permettait d'avoir une certaine hauteur. C'est la volumétrie. Parce qu'à Ibiza, il n'y a pas de forme urbaine réglementée. En fait, il y a des petites maisons, il y a des bâtiments, et ces deux types de logements se complètent. Donc l'idée, c'est de chercher le sud, la meilleure orientation,
et arriver à ce que tous les logements puissent se passer de chauffage, ne pas en avoir besoin et s'orienter de manière à avoir la brise de mer. Et tout ceci, c'est quelque chose qui est possible en fonction de la réglementation, et on pouvait avoir des flux d'air qui permettaient une ventilation. Là, on s'est adapté au climat. Et dans le cadre de ces volumes, on a ces atriums, ces endroits couverts qui concentrent la circulation, qui sont des espaces de socialisation pour des stratégies. Mais on s'est appuyé aussi sur les stratégies énergétiques dont j'ai parlé, avec aussi des terrasses privées, des terrasses communautaires. Ici, on n'a rien inventé, hein, mais cette profondeur, avec ces patios qui nous permettent une ventilation croisée des logements et qui permettent que le plan ne soit pas un compartiment de pièces, mais plutôt quelque chose qui permette des chambres de 12 à 13 mètres. Dans ce cas-là, ce sont des chambres de 12 mètres. Et ce 4x3, c'est une décision qui a été prise en fonction des règles. Parce qu'on doit travailler avec les règles locales, que tu en as parlé. Il faut connaître les normes pour chaque endroit, les normes de l'autonomie, les normes d'urbanisme, les normes d'État. Et là, la dimension du patio et la superficie du patio est quelque chose qu'on a imposé a priori pour pouvoir un patron de base. Et ensuite... on a tenu compte des règles dès le départ du projet, et à partir de là, on a pu développer les choses et organiser le logement sans couloir, mais avec une dislocation des pièces. Tous les pas se font à travers, en diagonale. Et pour nous, c'était une opportunité. Il n'y avait pas une forme prédéterminée, comme je vous ai dit. Il n'y avait pas de limite pour la construction, ce qui est assez étrange. Et en fait, on aurait pu avoir une autre forme, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de saisir les opportunités pour avoir une certaine manière d'habiter le bâtiment. Vous avez créé une propre complexité avec l'épaisseur. Vous êtes donné une règle complexe vous-même. Et pour vous, une complexité, ça serait quoi un exemple d'une complexité que vous disiez, Grisha, pour sortir un peu du systématisme? Ça serait quoi dans le logement? Disons qu'il y a un ennemi dans le logement, c'est l'ascenseur. C'est-à-dire que dès qu'on installe un ascenseur, on normalise tous les logements, en fait. C'est-à-dire que c'est principalement lié, quand je dis ennemi, hein, c'est une blague, mais c'est principalement lié à l'application des règles PMR, qui sont les règles pour les personnes à mobilité réduite, qui sont assez strictes en France et qui ont évolué assez curieusement, c'est-à-dire que l'État a fait passer une loi, un décret, pour assouplir cette réglementation, faire en sorte qu'il y ait uniquement une partie des logements qui respectent cette réglementation et une autre partie qui pourrait s'en affranchir ou qui pourrait prévoir une application plus souple. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est récent, hein, c'est une évolution récente liée à la mobilisation des architectes notamment, pour faire valoir que dans certaines situations, ça conduisait à des organisations de logement un peu absurdes. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a, malgré cette loi, il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui décident d'outrepasser la loi, de cette manière, en se basant sur l'idée d'accessibilité universelle. Donc en revenant finalement à la situation antérieure, où de nouveau, il faut, et même c'est même presque plus exigeant. Donc ça, c'est vrai que c'est une règle qui est très normalisante. Mais au niveau de la complexité que vous fabriqueriez, c'est une règle qui empêche la complexité, je dirais. Voilà. Elle normalise, tous les logements se ressemblent, ou de fait finissent par se ressembler parce que les surfaces de logements sont les mêmes. Et il faudrait d'une certaine manière que l'application de ces règles génère un bonus de surface habitable, et à ce moment-là, on pourrait imaginer que malgré l'application de ces règles, on préserve la capacité de concevoir des logements différents. Mais ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un des éléments, tous les architectes le connaissent bien sûr et s'en plaignent. Mais c'est vrai que c'est difficile d'aller contre
idéologiquement parlant, je veux dire, parce qu'effectivement, ça part d'une bonne intention. L'idée que quelqu'un qui vieillit ou quelqu'un qui a un accident puisse rester dans son logement. Ça, c'est un exemple. Quels autres éléments? Je pense qu'on parlait de la chaîne de décision qui fabrique les projets de logement en France. D'ailleurs, projet de logement plus que les projets d'équipement, parce qu'un projet d'équipement n'est pas précédé d'une étude. Il n'y a pas une fiche de l'eau, ce qu'on appelle les fiches de l'eau, qui sont les prescriptions urbaines où c'est assez rare. En général, il y a une liberté un peu plus grande qui est laissée quand on travaille sur ce genre de programme. Dans le logement, il y a toujours une chaîne de décision antérieure qui contribue à dessaisir l'architecte de sa capacité à justement fabriquer de la complexité à partir de la typologie. Et donc, une des possibilités, c'est ce que j'ai montré dans le projet qu'on voyait ici, la diversité de types d'accès, c'est-à-dire que vous êtes de plein pied, vous accédez par un escalier, donc ça veut dire en France R+2, au-delà du deuxième étage, il faut un ascenseur. Donc déjà, quand on est en rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, il y a déjà il y a beaucoup plus de possibilités. Et puis après, au-delà du deuxième étage, c'est l'ascenseur, et là, effectivement, on se retrouve dans une situation beaucoup plus normée. Mais encore que, dans ce paysage, on va dire, relativement homogène, au-delà du troisième étage, on va dire, qui est le paysage des centres-villes, en fait, de tous les centres-villes, il y a des possibilités de faire des logements différents si on a, d'une certaine manière, une sorte de marge de manœuvre sur la quantité de mètres carrés. Nous, quasiment la totalité des sites sur lesquels on intervient, il y a toujours beaucoup trop de mètres carrés, en fait. C'est toujours trop dense. Et là encore une fois, j'ai l'impression d'être l'oiseau de mauvais augure, parce que qui va militer contre la densité? Voilà, la densité, c'est censé être la vertu première de la durabilité. En même temps, on voit bien, nous, en tant qu'architectes, que dans certaines situations, ça va à l'encontre du bien-être et de ce qu'on peut attendre à minima d'un logement en termes de rapport au ciel, de rapport au paysage. C'est peut-être une question. Je pense que ça nous arrive à nous aussi, mais c'est plutôt un problème, je dirais, d'éponger. On nous demande de construire le maximum de ce qu'on peut construire et d'avoir le volume maximum. Mais dans des situations comme celle-ci, le volume que l'on pouvait construire ne correspondait pas aux règles de construction. Donc, il était nécessaire dans ce cas-là de dire cela, de d'éponger, comme je dirais. En fait, on peut avoir plus de densité en montant plus haut, mais l'idée, c'est d'éponger les choses et d'arriver à faire coïncider le volume qu'on doit construire avec l'endroit où on doit le mettre. En fait, tu l'as dit, parfois, en combinant différents programmes d'équipement et de logement, c'est vraiment une vraie opportunité de profiter de la profondeur et de faire naître d'autres types de logements. Quand on a en dessous ou au-dessus des programmes totalement différents de ce qu'est un logement, à ce moment-là, on est obligé de se soumettre et d'en profiter. Si en dessous, il y a un centre de soins ou un dispensaire, à ce moment-là, il faut un programme de circulation complexe qui va faire que l'escalier ne va pas être au même endroit que l'ascenseur. Et tout cela, c'est une occasion parce que ça permet de réorganiser le bâtiment, en fait. En général, la densité peut aussi être une opportunité. On peut très bien ne pas voir le ciel ou on peut essayer d'éponger un maximum, si les normes nous le permettent, pour en fait avoir l'occasion de changer les logements. Je crois que la densité dans la périphérie, avec des blocs de 10-12 mètres, on ne pourra pas changer les logements. On pourra les changer si on lance un défi à la ville et si on a vraiment cette complexité afin d'avoir une compatibilité entre les différents usages. C'est mon avis. On va en rester là pour l'instant, on va passer à la séquence d'après. Donc là, on va rentrer dans la question de l'habité. Donc en introduction, je vais vous présenter deux petites séquences filmées. Sinon, c'est un peu compliqué. Le locataire
diabolique. Se mettre à table et passer à la deuxième séquence. Toujours un film de Méliès. Deux petites séquences pour introduire un peu la question du chez-soi aussi, qui est un peu, qui disparaît peut-être un peu des politiques publiques parce qu'elle touche vraiment à la façon dont les gens habitent. Et c'est vrai que les politiques de logement ne vont pas jusqu'à la façon dont on fabrique son décor, et tant mieux, mais que la finalité en fait pour l'habitant, c'est quand même ça, de créer un lieu
Donc dans le film, on voyait aussi la façon dont on cherche un logement, la difficulté des rapports de voisinage, les questions de porosité forcée et subie entre logements. Et donc, on demande aussi beaucoup de choses au logement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va essayer de régler les façons dont on va vivre ensemble, créer une société harmonieuse, inclusive, c'est des choses qui sont dans les rapports d'être en PMR. Donc, comment on peut faire pour que... On attend aussi, pardon, que beaucoup de générations puissent vivre ensemble. On fait porter beaucoup de choses dans le logement qu'on aimerait voir advenir dans la société. Donc, ouais, je voulais vous demander un peu d'abord à Péristoral, comment vous réglez aussi ces problèmes d'habitation et comment est-ce que dans les formes, on peut permettre ces appropriations, peut-être qu'on voyait dans le film de Méliès, comment les gens s'approprient quand même un logement, comment on y circule, comment on cohabite. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu ces questions? Si on peut voir le projet de Corneilla. En réalité, comme on travaille sur des logements sociaux et des logements publics, on n'est pas directement en contact avec les utilisateurs finaux, avec les personnes qui vont vivre dans nos logements. Et on part du point de vue qu'en fin de compte, l'acte de vivre, c'est comme une relève, parce que l'utilisateur va devenir architecte et constructeur. Donc, on essaie juste de laisser une empreinte. Alors, quelle manière d'habiter, quelle dimension doit avoir une chambre? Ça, ces fameux 13 mètres carrés dont j'ai parlé tout à l'heure, 3,60 m par 3,60 m, c'est la taille des chambres dans ce projet-là, qui avait des éléments déterminants, avec un patio de 15 par 25, des travées avec une certaine profondeur, et on devait s'adapter à la volumétrie. Donc le plan, l'étage... Pardon? Oui, c'est une volumétrie donnée. Le potentiel, c'est qu'on n'avait pas de profondeur, mais on avait des coins. Et les coins, c'est aussi quelque chose qui génère de la complexité. Et vous avez le point le plus intéressant pour voir comment la matrice va permettre de résoudre les coins. On a fait une déhiérarchisation, si vous voulez, pour que toutes les chambres aient à peu près la même taille. L'important, c'est d'éliminer la primauté du salon, de pouvoir mettre la cuisine au milieu, avec cette inclusion du travail domestique. Et comme espace, on a parlé de porosité, c'est un terme qu'on a toujours à l'esprit, la maison poreuse. C'est un peu le titre de notre installation là-bas. Cette idée de la porosité, sont des manières infinies de se déplacer dans la maison, avec des manières multiples de découvrir l'espace, d'être en relation, comment les espaces peuvent se parasiter entre eux, comment ils peuvent s'étendre. La maison est concentrée, sans porte. En fait, on arrivait à étendre de la maison concentrée à la maison expansive. Et c'est une façon d'habiter. Je ne sais pas si on peut le voir. En fait, l'idée, c'est de générer une circulation, qu'il n'y ait pas une seule manière de se déplacer dans la maison. Il faut avoir plus d'un accès, il faut... C'est cette idée de la maison infinie, si vous voulez, avec des terrasses qui agissent comme les gawas des maisons japonaises, c'est-à-dire comme ça permet d'avoir davantage de flexibilité, d'ambiguïté. C'est ainsi qu'on va pouvoir agrandir visuellement avec cette idée de terrasse, avec des claustras.
et en fait, on va adapter son environnement. Ça, c'est ce que nous suggérons. Et puis ensuite arrive l'habitant. Et là, on commence à connaître les voisins, à voir comment les gens réagissent. Quelqu'un m'a dit, quand je suis arrivée, je ne comprenais pas pourquoi dans ma chambre, il y avait deux portes. Et puis maintenant, je n'ai pas envie qu'on me les enlève. En fait, petit à petit, les gens vont s'approprier notre espace. Ensuite, manque la deuxième partie, c'est qui consistera à filmer, si on nous laisse faire, et essayer de voir comment les gens habitent à l'intérieur, s'ils nous laissent faire, pour voir comment ils ont réagi, comment ils se sont appropriés, et apprendre de toutes ces observations, voir ce dont on pourrait se passer ou pas. L'autre jour, on a dit, bon, ben, qu'est-ce qui se passerait si vous aviez une porte en plus? Est-ce que vous pourriez meubler? Est-ce qu'elle vous embêterait? C'est ça, c'est tous ces éléments qui nous intéressent. Donner un certain degré de liberté entre le support architectural et la manière de se l'approprier. Et pour nous, il est important que l'usager s'approprie la maison, qu'elle devienne sienne. À la limite, laisser des endroits inachevés pour qu'il puisse y mettre son identité dont on a parlé. Si l'utilisateur peut terminer sa cuisine, il va vraiment s'approprier la maison et y faire plus attention. Souvent, on nous oblige à tout terminer, parce que sinon, l'utilisateur final n'a pas forcément les ressources économiques pour la terminer. Mais nous pensons en revanche qu'il est important de ne pas l'achever, pour que la personne ait l'opportunité de la terminer à sa manière. Et dans le cas d'Ibiza, par exemple, on est parvenu à ne pas terminer les cuisines. Mais ici, je crois qu'il y a plus de culture de terminer les choses pour s'approprier. Il y a plus de bricolage en France, non? Oui, bricolage, on est les rois du bricolage. Alors, sur les logements, en général, ça dépend du type de logement qu'on produit. Sur des logements sociaux, le logement est habitable, mais il est, par exemple, pour prendre l'exemple des cuisines, il n'y a pas grand-chose, il y a juste un évier, c'est tout. Et quand on fait des logements pour des opérateurs privés, en général, là, pour le coup, il y a quelque chose qui peut être beaucoup plus fini. Non, ce que je trouve intéressant dans cet exemple, c'est vrai qu'on a du mal à se dire que c'est du logement social, c'est sûr. En tout cas, ça ressemble pas du tout à ce qu'il est possible de faire en France. C'est ça qui est intéressant dans cette comparaison. On essaye, quand j'ai découvert ce projet, c'est vrai que j'étais extrêmement étonné que ça ressemble à une sorte de rêve d'architecte, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'architecture a gouverné tous les choix. C'est quelque chose qu'on a, je dirais, un peu plus de mal à faire en France, et on parlait des paramètres qui génèrent ou pas de la complexité. Ici, par exemple, cette espèce de complexité spatiale du logement, multiparcours, etc. Le premier levier, c'est le programme, c'est-à-dire la capacité d'influer sur le programme et de dire non, le séjour ne fera pas 30 mètres carrés, mais ça sera 2 pièces de 12 mètres carrés chacune. Ça, c'est une liberté. Je ne vois pas comment on pourrait la conquérir en France, quoi. Il faudrait une révolution, j'ai l'impression. Ça me semble. Or, c'est le paramètre, je pense, et d'ailleurs, dans les autres projets que vous avez montrés à Ibiza, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que sans ce déblocage, je ne vois pas. Les projets disparaissent, en fait. Enfin, ces projets-là, ils ne sont plus possibles. C'est la première chose qu'il faut débloquer, c'est la capacité, la justification pour l'architecte de pouvoir justifier, je dirais, d'une dérogation à un programme type. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est complexe. Alors, Sophie Delay a fait des logements avec un système très similaire à Dijon. Oui. Et on voit qu'il y a plusieurs autres projets qui ont cette tentation en fait, on dirait de la pièce neutre équivalente. Et moi, je me demande si des fois, c'est pas quand même une vision d'architecte, parce qu'il y a une chose qui quand même détermine beaucoup les lieux, c'est que d'une part, finalement, il y a une grosse contrainte entre la taille minimale de l'espace, on ne peut pas varier beaucoup au risque de trop épaissir, et surtout les emplacements des
des fluides, de la salle de bain, de la cuisine, fixe quand même beaucoup la maison. Est-ce que c'est pas est-ce que vous pensez que finalement c'est pas aussi une contrainte plus qu'une liberté? Moi je me pose la question. C'est-à-dire d'avoir ces pièces indéterminées, ça paraît quelque chose de très libre. Est-ce que ça l'est autant que ça finalement? Pourquoi une pièce devrait faire toujours la même taille? Ou si vous voulez, on peut passer à peut-être, et on y reviendra après. Je vais essayer de répondre parce que ça nous a intéressé d'explorer la flexibilité à partir de l'interchangeabilité et non pas à partir de la transformation. En fait, on donne une certaine hiérarchie dans une habitation. Par le passé, il y avait la chambre principale, les chambres secondaires, donc c'était l'architecte qui décidait où les parents allaient dormir. Alors qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si la plus grande chambre va être pour les parents ou pour les enfants. Et il y a des gens qui préfèrent avoir une chambre qui donne sur la rue, d'autres qui préfèrent donner sur la cour. Et ça, ce sont des préférences. Donc, sinon, l'architecte prend trop de décisions et décide de trop la manière d'habiter. En fait, l'exercice, c'est qu'on a enlevé des mètres au salon, tu l'as très bien expliqué. On a dit, bon, ben, on va donner la salle à manger va être avec la cuisine, donc on va enlever des mètres au salon. Et puis on a parié sur le fait que, à l'heure actuelle, l'hégémonie du salon, tel qu'on l'avait par le passé, autour de la télé, va disparaître. Mes enfants, ils sont en haut et je ne vais pas les empêcher de regarder leur télé sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable. Donc c'est ainsi que leur chambre va devenir leur petit refuge. Il est important qu'ils aient plus de maîtres dans cet endroit plus privé, plus privatif. Et nous pensons que la société est en train d'évoluer dans sa manière de vivre. Et c'est une exploration que l'on a tenté de faire, que l'on a ouvert. Et c'est à cela qu'on s'est intéressé. Mais on n'a pas dit pour autant qu'il fallait cette matrice de chambre ou que tout devait être décloisonné. Mais en fait, il y a des choses qui ne... En fait, la maison, c'est une somme de pièces. Et en fait, cette manière de penser les choses différemment, dans le projet d'Ibiza par exemple, où vous avez une somme de pièces qui crée la volumétrie, ça change totalement la manière de comprendre les choses. Et c'est une idée de modularité. Ça nous ramène à ce que faisait Bofill, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut dire qu'ici, on a un concours avec des standards d'utilisation, c'est-à-dire des appartements de 3 chambres, 70 mètres carrés, 2 chambres. C'était un programme très classique, en fait, au départ. Et on a eu la chance que le jury ait parié. Et en fait, ça, c'est vraiment ce qui avait gagné le concours. C'est pas qu'on a gagné le concours avec un projet et qu'après on a changé. Il y a eu des gens dans le jury et dans l'administration qui nous a fait confiance. Il est important qu'il y ait des gens comme ça dans l'administration. Il y a 10 ans, on aurait perdu le concours avec ce type de projet. Il faut qu'il y ait quelqu'un, et ça coïncide aussi avec l'après-crise économique. À Barcelone, on était resté 10 ans sans rien faire. Et tout à coup, ils se sont dit, il faut que les choses changent. Et si à cela, vous rajoutez la crise du Covid, la pandémie, ça va encore plus loin. Et la typologie est différente. Ici, il n'y a quasiment pas de zone commune. On a des ratios très serrés et il n'y a qu'une terrasse communautaire tout en haut et le patio d'entrée. Mais sinon, c'est vraiment un programme très classique. Mais maintenant, après le Covid, après la pandémie, on s'est posé la question de savoir comment devaient être les logements. On s'est rendu compte qu'on était tous dépendants les uns des autres, jusqu'à l'air qu'on respire et qui peut nous contaminer. Et ce qui se passe aujourd'hui ici peut affecter l'autre bout du monde. Et on s'est rendu compte qu'il fallait
tenir compte de l'agrégation, c'est-à-dire l'organisation des espaces communs. Parce que dans cette situation, on ne peut pas dire « moi, je me mets dans ma maison, je ferme la porte, je m'éloigne, je garde la distanciation sociale » où j'assume cette espèce de fragilité, d'interdépendance entre nous tous, et je me demande comment m'impliquer pour partager ce monde commun. Et c'est ce que nous avons pensé, et je crois que vous avez beaucoup plus cette culture chez vous qu'à Barcelone, des espaces communs. Nous sommes en train de nous battre pour avoir cela et de voir comment obtenir que les espaces intermédiaires ne pénalisent pas les rapports, les ratios obligatoires qui nous sont imposés, et comment décider que ces lieux intermédiaires font partie de l'appartement. Vous savez, il y a toute cette histoire théorique de la maison dispersée, etc. Tout cela, dans ce nouveau contexte, devient beaucoup plus nécessaire. Après la crise économique et cette nouvelle crise de la pandémie, les promoteurs se sont agités et ils doivent se poser des questions. Et c'est eux qui vous font gagner les concours. Et dans ce sens-là, pour revenir à ce que tu disais, tu nous dis que vous n'avez pas ce changement ici, ce changement de questionnement. On peut changer la réponse si les gens sont disposés à changer la question. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe ici. Ça, c'est un exemple à part, ou c'est parce que nous, on a eu un exemple un peu similaire avec Sophie Delay, mais c'est un peu à part. Il y a beaucoup d'expérimentation actuellement, il y a plus d'ouverture des maîtrises d'ouvrage ou... C'est sympa parce que tout à coup, quelqu'un construit en bois, tout le monde veut du bois. On fait un projet d'une certaine manière et il y a une certaine contagion. Et les promoteurs regardent beaucoup ce que font les autres. Il y en a beaucoup qui font des logements sociaux. Et ce qui est sympa, c'est de voir comment les uns font évoluer les autres et leur permettent d'aller de l'avant. On a pensé à la construction en bois. Maintenant, on est avec la question des atriums, faire des bâtiments avec des atriums. On essaye de réfléchir à des bâtiments qui n'ont pas besoin de chauffage. Et ce sont des petits défis qui se posent à chaque projet et qui nous permettent d'enrichir le modèle. Et qui aussi... le fait de filtrer les choses par le biais de l'environnement, le caractère environnemental signifie qu'on arrive à plus de 1000 le mètre carré. En fait, ça demande des qualités supérieures, même si nous travaillons sur un logement social. Il y a eu des opportunités avec une industrie qui tentait, par exemple le bois, une entreprise qui a tenté le bois et essayer d'aller plus loin et guider ainsi, améliorer la vie sociale. Et c'est important parce que ça affecte le secteur. Mais s'il n'y avait pas des gens qui ont cette volonté, ça ne serait pas possible. Mais ce sont bien des modules de logements sociaux. Hein. Il n'y a pas d'excès là. On n'a pas commis d'excès économique. On voit, comment dire, c'est excessivement beau, en tout cas. Mais ce que je trouve intéressant, tout à l'heure j'ai dit qu'on était les rois du bricolage. En fait, je crois que c'est exactement l'inverse, à vrai dire. En France, il y a beaucoup trop de gens intelligents autour des projets, beaucoup trop. Et donc en fait, ça conduit à une situation où la somme des bonnes intentions verrouille toutes les possibilités. Je ne vais pas dresser un tableau trop noir, parce qu'effectivement, il y a des exemples qui existent, tu disais Olivier, mais c'est des larmes dans l'océan. C'est des projets qui ne se reproduiront pas. Ce n'est pas des prototypes. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de construire une sorte de langage commun qui permette de produire, je dis produire, c'est un terme un peu bizarre, mais quand même, c'est quand même ça, de produire des logements de qualité en quantité. Pas de faire une opération magique et qui restera
unique et non répétable. Enfin, je ne dis pas qu'il faut répéter la même chose chaque fois, mais quelque part, en tant que profession, on peut construire quand même des solutions. Quand je dis qu'il y a trop de gens intelligents autour d'un projet, je prends un exemple assez simple. Aujourd'hui, il y a une incitation à construire décarboné, notamment en utilisant le bois. Ça, en France, c'est absolument impossible. C'est-à-dire que vous pouvez faire du bois, encore qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour le faire, parce que ça coûte beaucoup plus cher en fait. Donc en général, c'est réservé à quelques projets pour l'instant qui sont un peu les têtes de pont de l'expérimentation. Et vous faites du bois, mais il ne se voit pas. Alors notamment un escalier, qui est l'escalier collectif, hein, c'est bien ça. Il faut un qui soit résistant au feu, en tant que tel, c'est peut-être le cas ici, mais deux, il faut le protéger, parce qu'il y a une sorte de précaution, un principe de précaution poussé à l'extrême, qui conduit à des situations où effectivement, les modes constructifs sont extrêmement verrouillés. Nous, on a fait des projets, je pourrais montrer 2-3 diapos après, où on a essayé de travailler sur la question des modes constructifs, mais c'est vrai que ça nous a conduit, montrer rapidement, quand on a... Alors oui, c'est plutôt l'autre séquence, mais non, ça, on en parlera après peut-être, Olivier ou... Oui. Ouais. On verra tout à l'heure. Ouais. Pardon ? Tu ne veux pas parler de ça, non ? Si, je peux en parler aussi, mais c'était un autre sujet. Disons que sur la question de l'intelligence, voilà, qui est déployée autour des projets, c'est vrai que il y a beaucoup de comment dire, les contraintes qui pèsent sur les projets sont effectivement une somme de bonnes intentions. La difficulté, c'est d'arriver à les concilier. On parlait de l'exemple de la construction en bois, là qu'on voit dans votre projet avec les planchers en bois. C'est quelque chose qui semble aujourd'hui assez inaccessible. Donc c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est à la fois, on voit, qui apporte une sorte de qualité d'atmosphère, et puis qui en même temps répond à une question environnementale assez élémentaire. Non, sur ces images, nous, on a collecté comme ça une série de petites images qu'on fabrique à l'agence quand on réfléchit, quand on fait des concours, en fait, et qui sont des situations, en fait, qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a vu dans les photos. C'est-à-dire qu'on essaye de montrer comment, depuis l'intérieur du logement, se fabrique la relation à l'espace extérieur. Donc que ce soit dans des logements, par exemple ici, de rez-de-chaussée. Non, pardon. Hop. Donc là, on est à rez-de-chaussée. Qu'est-ce que c'est que habiter le plein pied ? Est-ce qu'on est directement sur l'espace public ? Est-ce qu'on est légèrement surélevé ? Ici, il y a une sorte de patio un petit peu qui constitue l'entrée du logement, qui donne directement sur l'espace public. Et puis quand on est dans son séjour, on est 1,20 m au-dessus, un petit peu à l'anglaise. Toujours dans des situations comme ça de rez-de-chaussée, où on est protégé par un petit jardin ou par une sorte de petite clôture qui va nous mettre à distance. Et donc on essaye comme ça, par ces petits scénarios, de fabriquer un environnement urbain à partir de cette question du seuil. C'est-à-dire que ce qui nous semble important dans la question du logement collectif, et on le voit un petit peu d'ailleurs dans le projet que vous avez présenté juste avant, c'est qu'il y a plusieurs échelles de seuil. Il y a le seuil entre l'espace public et l'espace privé, donc qui se traite en général à travers des balcons, des loggias, tous ces dispositifs un peu de mise à distance. Mais il y a également des seuils, ce qui nous intéresse, que j'ai montré dans le premier projet tout à l'heure, entre l'espace collectif de la résidence, on pourrait dire, et puis l'espace du logement lui-même. C'est pour ça qu'on est très intéressé par cette question du vestibule, c'est-à-dire comment faire pour que l'espace, entre l'espace collectif et l'espace vraiment privé du logement, on trouve une sorte de tampon où on peut s'asseoir sur un banc, lever ses chaussures, organiser un peu le bazar de la maison, et qui fait que quand on pousse la porte, on n'est pas directement dans un espace complètement privatif. Donc là, c'est ce qu'on voit ici dans un projet. La relation. Et ensuite, le dernier seuil, c'est aussi la manière d'organiser la vie familiale, c'est-à-dire comment une maison... Alors c'est peut-être la seule réserve que j'aurais, d'ailleurs je serais curieux d'avoir votre réponse sur le projet que vous avez montré avec le plan en carré, c'est peut-être la manière dont il organise, dont il permet la mise à distance au sein d'une même maison. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident quand on est dans des logements qui font 50, 70 mètres carrés, mais c'est quelque chose, je pense, qui est assez intéressant de savoir comment, dans un foyer, on peut effectivement vivre séparément. Et je pense que ces séries de seuils, ils fabriquent en fait un environnement spatial et
un certain type, je dirais, de bâtiment. Alors, on le voit ici à l'échelle d'un logement étudiant, avec un espace central, on va dire, ouvert à l'extérieur, et puis un espace plus protégé pour le bureau ou le lit. On voit ici plutôt là aussi un peu sur l'idée du patio, c'est-à-dire qu'un espace de vie qui est séparé en un espace de séjour et puis un espace de salle à manger, qui est situé plutôt au premier plan. Où voilà, là aussi un peu comme sur le modèle que vous avez montré, en découpant l'espace de séjour en deux, on crée finalement une sorte d'enfilade et on crée de l'espace sans rajouter de la surface. Voilà une typologie, une disposition assez classique avec une épaisseur bâtie, une allège qui protège un petit peu également des vues, des systèmes d'occultation, ou ici avec des jardinières. Donc, peut-être on reviendra après sur ces points. Faut qu'on avance parce que la soirée avance. Et donc oui, on l'a vu en filigrane, il était beaucoup question de la règle. Il y a toujours plus de règles qui pèsent sur le logement, les règles incendie, environnementales, PMR, etc. Il y a aussi des normes, des réglementations. Donc on habite aussi, on s'en rend pas compte, on habite aussi dans des normes. Un des rapports produits récemment, le rapport Lema, je crois, a dénombré près de 4000 règles en France. Et elles prescrivent par exemple la position des interphones et des boîtes à lettres. Donc on peut se demander si à la fin on ne va pas arriver dans un contexte de règles qui vont fabriquer automatiquement un logement, qui sera une sorte de logement hyper légal. Et donc la question, c'est face à cette abondance normative, qu'est-ce que l'architecte peut faire? Quelle position il doit prendre par rapport aux normes? Et qu'est-ce que on l'a un peu déjà évoqué, qu'est-ce que vous feriez évoluer si vous le pouviez? Quelles sont les premières règles à faire évoluer en priorité? Je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper de débat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément trop de règles, parce que la plupart de ces règles sont vertueuses. En fait, elles sont toutes vertueuses d'une certaine manière. La sécurité incendie, on aura beaucoup de mal à faire évoluer cette réglementation. Si vous avez discuté avec des pompiers ou les gens de la préfecture à Paris, voilà, vous êtes un martien. Il n'y a aucune raison rien ne les fera changer d'avis, en fait. À part des lobbies. Peut-être le lobby du bois les fera changer d'avis. Mais ce que je veux dire, c'est que la question principale, c'est le manque d'argent. Ce n'est pas le manque de règles. Ce n'est pas l'excès de règles, je veux dire. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, tous les architectes apprennent à faire avec les règles. Ça fait partie du job. C'est même ça qui est drôle, à vrai dire. C'est d'essayer de faire avec toutes ces contraintes. Donc c'est quelque chose qui est c'est ontologique. Le problème aujourd'hui, c'est que ces règles ne sont pas accompagnées par les moyens qui permettraient de les intégrer dignement dans un projet collectif de société. C'est-à-dire aujourd'hui, on considère que 1500 € du mètre carré, alors on pourra parler des budgets après, ça sera intéressant, parce que les euros ne sont pas les mêmes en France et en Espagne ou en Hollande, ce n'est pas les mêmes euros. Mais aujourd'hui, on considère que 1500 € du mètre carré habitable en France, c'est quelque chose qui est bien, qui est suffisant pour construire le paysage de demain. Eh bien non, c'est pas vrai. C'est n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en construisant avec des budgets comme ça, qui sont les budgets courants de la production de logements, eh bien on construit un paysage, déjà, sur lequel il faudra réinvestir de nouveau 500 € dans 10 ans, parce que la moitié seront tombés en ruine, et qu'il faudra probablement démolir dans 60 ans, parce que la qualité est tellement moyenne qu'on n'aura aucun intérêt à investir et à considérer ça comme un patrimoine, comme on considère le patrimoine de ce que nous ont légué les générations d'avant. Donc je pense que le problème essentiel, c'est l'argent, avant d'être les règles. Voilà. José, vous avez une expression que dans la vidéo qu'on peut voir là, projetée sur près du half-pipe, de la position tout de même que l'architecte doit avoir par rapport aux règles, parce qu'il y a quand même des performances, des choses qui sont très imposées et qui sont déjà pas toujours compatibles entre elles. Ou quelle est la position en fait pour l'architecte par rapport à l'attente de performance aussi du bâtiment et comment on règle ça pour faire un univers habitable? En fait, nous pensons qu'effectivement, il y a les règles et il faut les assumer et tenter de jouer pour les retourner en notre faveur. En fait, techniquement, on a beaucoup d'experts et la partie technique est très importante pour arriver à résoudre toutes les prestations du bâtiment.
à partir d'un positionnement qui consiste à réduire la quantité de matériaux. En fait, on envisage le projet avec l'idée qu'il faut arriver à un compromis avec le client. On est d'accord, il faut arriver à ce que le bâtiment génère moins de CO2. Alors ils vous disent oui. Après on lui dit vous êtes d'accord qu'il faut que le bâtiment demande moins d'énergie dans son cycle de vie et qu'il est important de lutter contre la consommation d'énergie parce que l'usager n'a pas les ressources pour faire face à la crise énergétique. Alors ils répondent oui. Donc ils répondent oui, oui, oui. Et enfin, on arrive à leur faire admettre un compromis face à une situation. Quand on arrive avec nos réponses, et j'aimerais bien qu'on montre certaines images du projet d'Ibiza en cours de construction. On a dit, bon, ben, les murs doivent être en terre compactée. On ne pourra pas les cuire parce qu'on ne veut pas générer... Je ne sais pas si on les trouve, les images. On les avait envoyées peut-être plus loin. Je pense qu'elles avaient été envoyées séparément. C'est peut-être avec ça. Voilà. Voilà, c'est ça. En fait, ce n'est pas des blocs de béton. C'est de l'argile avec de la chaux et une presse. Et en fait, de cette manière, ce matériau émet très peu de CO2. Par ailleurs, le poids est suffisant pour que, du point de vue acoustique, on puisse séparer les voisins avec une seule couche. Donc, grâce à ça, on a pu résoudre avec moins d'épaisseur, moins de quantité de matériaux, la séparation entre les appartements. Mais le comportement thermique de ce matériau, et on est à Ibiza, donc en été, les gens ont besoin de rafraîchir l'endroit. C'est un matériau qui a des propriétés hygroscopiques, qui absorbe l'humidité et qui donc il a ce qu'il faut. Donc même si le client n'aime pas le matériau du point de vue esthétique, comme il a répondu oui à toutes les questions, on lui dit bon ben on va voir où nous mène ce raisonnement. Et c'est ainsi qu'on n'a pas besoin d'un système de chauffage. Pas parce qu'on ne pouvait pas le payer, mais parce qu'on a fait toute une série de calculs techniques et on a pu démontrer que l'on peut arriver à une situation de confort sans mettre un système de chauffage actif. Donc il y a des tas de séries d'outils, de galeries, de tuyaux, etc. Et tout, le fait que qu'on soit tourné vers le sud, qu'on ait ces échanges d'air, ces flux d'air, tout cela permet qu'on puisse dire au promoteur, bah, si vous avez répondu oui à toutes les questions, voilà la marche à suivre. Il n'aimait pas ce matériau-là. C'est un matériau qui leur faisait peur parce que les usagers veulent peindre et on ne peut pas faire les retouches habituelles donc il fallait que la cohérence avec cette série de décisions nous amène à tout changer. Et comme on a dit qu'on voulait changer, et comme on a dit que c'est pour l'été à Ibiza où il fait très chaud, on a pu les convaincre de laisser un sol en béton et une structure en béton allégé pour réduire la quantité de matériaux. Je ne sais pas si on peut passer les photos. Voilà. Vous avez tous les graphiques qu'on a fait pour expliquer comment, dans l'atrium, le sol donne sur l'atrium et qu'on montre la température de chaque couche, chaque étage. Et on tient compte de cette réglementation, on la prend très au sérieux, on ne peut pas la contester. Donc on répond en allant avec des calculs, des tonnes de calculs. Et ici, vous voyez l'espace construit avec ces murs en terre compactés. Et vous voyez en fait les poutres en béton, mais il n'y a qu'une seule couche de compression de 5 cm.
Et ce sont des petites poutres en béton qui sont séparées de 80 cm. Et ainsi, même si on a construit, on a pu diminuer l'empreinte carbone. Et il y avait beaucoup d'exigences acoustiques aussi, parce que l'acoustique, c'est vraiment un problème. Nos exigences ne sont pas minimes, hein. On a de grosses exigences. Et le fait de construire à nu nous permet de trouver des solutions optimum. On a tout aligné pour arriver à ce que toutes les décisions nous amènent à une efficacité maximale. Mais c'est vrai que les règles sont très exigeantes et ce sont des matériaux qui ont l'air chers, mais en fait le bois sert, les murs servent à capter pendant l'été. Alors on nous dit, bon mais ça coûte cher, oui mais d'accord, il n'y a pas de radiateur. Donc on retourne les questions qui nous sont posées en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Dans la vidéo, si vous montrez qu'on ne peut pas être au maximum partout, et par exemple pour le projet de Corneilla, vous montrez que vous aviez pensé couvrir avec une véranda et que thermiquement ça aurait été très bon, ça aurait permis de se passer de chauffage, il me semble aussi, mais que acoustiquement c'est devenu un espace infernal. Donc comment vous arbitrez entre ces... Encore une fois, j'aimais bien que vous disiez l'architecte, c'est pas celui qui est bon partout, mais qui arrive à faire un ensemble bon, même si on n'est pas bon sur tous les points. En fait, nous essayons d'innover à chaque projet, de faire un pas en avant à chaque fois, mais on essaye surtout de ne pas se tromper. Parce que s'il y a un moment, il y a un risque que ça génère un problème de cohabitation pour la communauté, que les choses ne sont pas claires, qu'un des experts nous dise vous n'êtes pas sûr, on n'est pas sûr, à ce moment-là on n'y va pas. On est un cabinet qui prend des risques, une agence qui prend des risques, mais on n'est pas non plus des lâches. On a des collaborateurs avec lesquels on travaille, en qui on a toute confiance. Et le jour où ils nous disent c'est bon, ça va marcher, moi je sais que ça va marcher parce qu'en général ils me disent non à tout ce que je propose. Oui, c'est ce que tu disais sur ce qui est bon et ce qui est meilleur. Oui, c'est cette phrase qu'on dit. On dit en espagnol comme en français que le mieux est l'ennemi du bien. Et pour nous, le rôle de l'architecte, sa vertu, c'est d'avoir la vision globale. Et si on n'avait pas cette vision de la globalité, à ce moment-là, on parle à chacune des personnes, chacun des experts, et il est le meilleur dans son domaine, et il va dire non, voilà, ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est ça qui serait le mieux. Et puis à la fin, on va choisir quelque chose qui ne va pas être la meilleure solution pour tout. C'est pas mauvais dans aucun des domaines, mais c'est pas le meilleur. En fait, l'architecte, comme il doit avoir la vision du tout, la vision globale, il doit choisir le moindre mal pour apporter une réponse globale au tout. Mais elle n'a pas besoin d'apporter la meilleure réponse à tout. Par exemple, pour Corneilla, le fait de couvrir l'atrium et le rendre thermique, c'était très puissant au plan climatique, mais on mettait en danger l'acoustique et la cohabitation. Parce que toujours, au centre de notre travail, on a l'utilisateur final. Et on ne pouvait pas se permettre ce risque acoustique. On n'avait aucun doute là-dessus. Et en fait, ça aurait mis en danger notre mode de travail parce que si un atrium dans ce bâtiment qui est devenu un peu une référence, s'il échouait et posait problème, on n'aurait pas pu en faire d'autres. Donc l'usager est au centre et tout ce qu'on fait doit être fait pour améliorer la vie des gens. Même si ça aurait été quelque chose de fantastique au plan technique, on y a renoncé. Et c'est vrai que dans les autres concours, on va essayer de le mettre, hein, et on va le faire, on va le construire. Hein. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on ne veut absolument pas mettre en danger cette cohabitation. Il faut savoir que ce n'est pas un problème. Comoditas un peu et alors Grisha, comment vous gérez aussi là où l'architecte se retrouve en fait au centre
de techniciens, beaucoup plus pointus, qui dépassent sur pas mal de domaines, puisqu'ils sont très spécialisés, ils maîtrisent des systèmes très complexes. Est-ce que vous arrivez à capitaliser d'un projet sur l'autre ces expériences? Comment vous traitez aussi ces questions? On a évolué, on change d'avis un peu. C'est vrai que notre profession, c'est pas une ligne droite. Pour illustrer ça, j'ai choisi quelques images qui parlent un petit peu des modes constructifs, parce que c'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup intéressés, et il nous a toujours semblé que c'était un pan du projet sur lequel on pouvait s'appuyer pour essayer de renouveler un petit peu, je dirais, la pensée, on va dire, stylistique. Nous, quand on a démarré, les premiers projets qu'on a fait, c'était en 2005. Là, on voit une photo de chantier. La manière de faire du logement en France était assez différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était quelque chose auquel on a cherché à échapper en réfléchissant au mode constructif. Et au départ, c'est vrai qu'on était très porté sur cette question de la flexibilité. Donc on voit ici un projet de logement là, qu'on a livré en 2010, mais qu'on a démarré en 2005-2006, qui est situé à Paris, où on avait travaillé sur des planchers un peu épais, puis un système de poteaux, donc vraiment un plan libre avec une flexibilité totale, et qui était complété par des systèmes de façades, qui étaient également des façades légères, constituées par des plateaux de bardage, en fait vraiment un système industriel, et habillé également avec un bardage métallique. On a continué un peu ces recherches avec un mode constructif un peu différent, toujours des systèmes de grande portée, qui permettent de faire évoluer le logement très facilement. Ici, c'était un principe de façade légère, c'est-à-dire que les grandes alvéoles qu'on voit ici sont ensuite remplies soit par des vitrages, soit par des éléments de façade en ossature bois revêtus d'une tôle en inox, donc avec l'idée que la façade pouvait, dans le temps, évoluer. Et on est même allé jusqu'à travailler sur des systèmes de façade légère en acier. Donc ça, c'était un projet assez expérimental qu'on a fait à Aubervilliers, où les façades légères en acier étaient bardées soit de briques, soit d'éléments menuisés, vitrés ou en acier. Donc avec ici également des structures porteuses en métal et des dalles de béton alvéolaire. Et c'est vrai que ce projet-là, ça a marqué pour nous un peu un point d'arrêt, parce que d'une certaine manière, cette réflexion technique assez poussée conduisait d'une certaine manière. Alors ça nous intéressait parce que ça permettait d'une certaine manière ce genre de registre. On était dans un fond de cours, et on avait envie d'un registre architectural qui évoque un petit peu ces ateliers qu'on peut trouver à Paris dans le 11e arrondissement, avec ce vocabulaire de briques et de fenêtres en bande. Donc c'était là aussi s'appuyer sur la construction pour construire un récit architectural, mais techniquement c'est vrai que c'était des projets quand même très complexes. Et finalement on a évolué vers une idée de la flexibilité peut-être un peu moins stéréotypée, je dirais, et aussi confronté à des questions budgétaires de plus en plus strictes. On a plutôt évolué vers l'idée de la durabilité. Je mettrai la flexibilité et la durabilité sur deux plans différents. Et quand je dis durabilité, c'est ce que je vais essayer de montrer avec ce projet, par exemple, c'est qu'il nous a paru plus simple finalement de travailler sur des systèmes techniques plus primitifs, mais qui permettent une évolution du projet sans que la forme architecturale, d'une certaine manière, se renie. Ça, c'est un projet c'est un foyer pour personnes handicapées qui est situé à Rennes. C'est 3 bâtiments en fait autour d'une cour. Et ces bâtiments, si on les regarde chacun séparément, leur principe est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a des espaces collectifs qui sont côté cour, et puis il y a des espaces privatifs qui sont sur l'extérieur, un peu comme dans un cloître. C'est des chambres qui font 18-20 mètres carrés pour les résidents, et puis il y a pas mal de services, de lieux collectifs qui sont situés ici, qui sont soit des espaces extérieurs, soit des circulations, soit des petits salons. Et donc dans ce système-là, plutôt que d'avoir un système porteur qui vienne fermer un petit peu l'espace dans ce sens-là, on a opté pour un système porteur en fait dans l'autre sens, avec un grand voile longitudinal qui sépare les parties collectives des parties privatives, mais ces parties privatives, elles ne sont pas
cloisonnées par des éléments structurels pérennes. Elles sont cloisonnées par des éléments en plaque de plâtre, qui sont les cloisons standards qu'on peut trouver entre les logements, mais qui peuvent très facilement évoluer. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce système-là nous semble finalement plus porteur, plus fort que les systèmes que j'ai présentés auparavant, parce que d'une certaine manière, il constitue une vraie forme architecturale, et notamment sur les façades. Alors ça, on voit l'espace en chantier, avec justement tous les fluides en attente des cloisons qui vont venir séparer l'espace avec le grand voile longitudinal, et les façades, qui sont donc des façades finalement assez simples, régulièrement percées, notamment sur les parties extérieures. On voit ici, ça c'est une façade nord qui est moins percée, où on retrouve un peu l'écho de ce rythme-là. Mais si on regarde les façades principales, on a un rythme régulier de grandes fenêtres. Bon, il se trouve qu'ici, c'est des panneaux de façade préfabriqués. Bon, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça nous semble plus intéressant d'assumer, je dirais, quelque part une forme architecturale qui fait sens par rapport à un contexte, et que cette forme, elle est pérenne, elle n'est pas appelée à changer. Parce qu'imaginez qu'on va désosser des façades pour revenir les faire dans 50 ans, c'est peut-être une possibilité, mais finalement, se retrouver, je dirais, quand on est architecte dans cette situation-là, ou pardon, celle-là, voilà, bon, c'est plus vraiment de l'architecture, c'est de la structure. Donc, c'est un peu ça l'évolution je dirais, le fait de concilier la question budgétaire, la question structurelle, la question environnementale, nous a un petit peu fait évoluer finalement vers une réflexion, je dirais peut-être plus haussmannienne, quoi, finalement, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question de l'architecture, il faut assumer, je dirais, le fait que en tant qu'architecte, on porte un projet culturel, quoi. Voilà, c'est pas juste une trame, quoi. On ne peut pas construire une ville en faisant juste des étagères. C'est un bon mot qui boucle avec le début de ce débat. Vous avez peut-être qu'on peut demander dans la salle s'il y a des questions, si les gens souhaitent intervenir. Moi, j'aurais une première question en attendant. Excusez-moi, c'est vers Péristoral, parce qu'on est assez curieux, on connaît mal le contexte de production du logement. Un moment, vous dites que c'est beaucoup de logements sociaux, mais qui peut être fait par des promotions privées aussi, ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai mal compris? Et est-ce qu'il y a encore un secteur du logement, un secteur privé qui sait faire un peu de l'innovation, ou est-ce qu'il y a encore une grande différence entre privé et public? Dans notre cas, nous, on ne fait que des logements publics. On a le désir d'aller au-delà de ce que le promoteur pensait que l'usager attendait à travers des concours. On essaye d'apporter des programmes qui ne donnent pas la réponse attendue. Et ça a bien fonctionné pour arriver à une série de projets. Mais de ce que nous pensons, en Espagne, le problème de logement ne peut pas être résolu par l'administration. Le problème de logement doit aussi être résolu par les acteurs privés. Donc nous pensons que le rôle de l'administration, c'est d'être leader, de montrer la voie, de faire des expériences et de dire « ça, on peut le faire et ça fonctionne ». Et nous, on est ravis parce que la quantité de promoteurs privés qui sont venus voir Corneilla et qui ont dit « Ah oui, on peut faire des bâtiments en bois à cette échelle », pour nous, c'est une grande réussite. On a vraiment obtenu quelque chose parce que le bâtiment Corneilla ne va pas à lui seul résoudre le problème des émissions de CO2 de la planète. Mais s'il peut servir de modèle pour qu'une série de promoteurs privés comprennent qu'on peut commencer à construire en bois, à ce moment-là, pour nous, le travail de l'administration publique dans le logement social aura été accompli. C'est-à-dire que pour nous, l'administration publique, on sait qu'elle essaye de construire à moindre coût le plus grand nombre de logements possible. Mais nous, on pense qu'il faut qu'ils construisent de manière rationnelle et exemplaire afin de montrer la voie. Et puis, c'est à notre société d'évoluer.
Aucun promoteur privé à Barcelone ne change ni ne mène le changement. Quand vous parlez avec eux, ils nous appellent et on a des réunions et la réunion dure à peine une demi-heure. Parce que quand vous commencez à leur expliquer vos arguments, à leur expliquer ce qu'on a tous vécu dans la pandémie, ils disent « Oui, ben je sais, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, moi j'ai une série de clients potentiels et je sais qu'ils vont m'acheter. » Donc, quelqu'un a déjà décidé ce que voulait le marché. Et c'est probable, il y a sûrement un profil de gens sur le marché qui attendent ça. C'est sûr, mais du coup, les privés ne font pas office de leader. Donc on commence à parler de partenariat public-privé, mais d'accord entre le privé et le public, mais ça ne fonctionne pas encore. On a aussi un parc public de logements sociaux à Barcelone, mais qui n'arrive pas à influencer la situation. Alors il faut qu'il y ait une partie des logements, de logements publics beaucoup plus importante. Oui, à Barcelone, on a pas mal de coopératives qui utilisent un argent qui n'est pas vraiment public, c'est un argent privé pour développer une série de propositions. Il y a un mois, on a gagné un concours pour des logements de ce type. Et même si l'argent est privé, en fait, il y a cet accord et ils vont pouvoir jouer ce rôle et mener ce logement, cette expérience. Oui, c'est une question. Ouais, ça marche. Question à Grisha. Je ne suis pas la dernière à critiquer les promoteurs, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit déclic qui s'est fait, et peut-être ça vaut aussi pour l'Espagne, pour Barcelone, est-ce qu'il n'y a pas un petit déclic quand même qui s'est fait après la pandémie, parce qu'on arrive à un degré de saturation du logement mal fichu, mal conçu, etc. Et que les gens ont réclamé des espaces extérieurs, de la lumière, plus d'espace, etc. Est-ce que c'est que de l'affichage dans les concours que vous faites ou dans les propositions auxquelles vous répondez? Est-ce qu'il y a cet affichage ou est-ce que c'est vrai ou est-ce que finalement ça ne change pas? Faut que je fasse attention à ce que je dise parce que je risque de pas me faire des amis. Non, effectivement, nous, on a beaucoup travaillé pour le secteur public et puis de moins en moins parce qu'en fait, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Peut-être qu'ils sont quelque part, mais ils se font rares, ils se font discrets, on va dire. C'est vrai que le dialogue est plus facile quand on travaille pour des clients publics. Parce que je pense qu'il y a une sorte de culture du bien public, de ce qui est et qui passe peut-être avant les questions budgétaires, parce que c'est essentiellement de ça qu'on parle. En même temps, je pense qu'effectivement, la culture des opérateurs privés a changé. C'est aussi une question de génération, et que les gens qu'on fréquente chez les opérateurs privés sont tous pétris de bonnes intentions, enfin, sincèrement je veux dire. Ils ont envie de bien faire, ils ont envie de mieux faire. Je pense que les initiatives telles que Réinventer, etc., qu'a lancé Mysica à Paris, y ont contribué, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de fixer une sorte de challenge quoi, à ces opérateurs en leur disant voilà, on vous vend des terrains, mais à condition d'être un peu plus intelligent qu'avant. Donc je pense que ce défi, effectivement, ils ont envie de le relever. Mais ils sont eux aussi confrontés en fait, à une équation budgétaire souvent insoluble, en tout cas dans des opérations de petite taille, souvent insolubles. C'est-à-dire que entre l'achat du foncier et la vente des logements, les ventes de logements sont souvent plafonnées parce que les villes légitimement souhaitent conserver des populations avec des revenus moyens, donc elles plafonnent les prix de vente et
elles cherchent aussi à capter du revenu pour faire fonctionner leur administration. Donc elles ont tendance à valoriser le foncier. Donc les opérateurs sont coincés en fait entre entre ce plancher et ce plafond. Leur marge, alors je ne sais pas quelle est leur marge, peut-être qu'elle est excessive, mais ça je ne la connais pas. Et donc même s'ils sont pleins de bonnes intentions, et alors en phase concours en général, effectivement, là on est dans comment dire, voilà, beaucoup de vertus, on va dire, et qui ont du mal à durer. Et ce que je trouve en fait très compliqué aujourd'hui pour nous architectes, c'est qu'on est les fusibles en fait. C'est-à-dire que les aménageurs qui organisent ces consultations pour des opérateurs privés n'arbitrent pas, ne fixent pas les seuils, les minima qualitatifs, on va dire. Il revient aux architectes, en fin de compte, de se positionner vis-à-vis de leurs clients pour, quelque part, faire respecter leurs engagements. Ce qui est une situation un peu ubuesque, c'est-à-dire que les architectes se retrouvent à faire la morale à leur donneur d'ordre. C'est le monde à l'envers. Et c'est une situation qui, en plus, économiquement est très fragile, parce que ça veut dire qu'on prend le risque de, pour le dire très simplement, de se faire virer, parce qu'on devient des architectes trop pénibles, quoi, c'est trop contraignant de travailler avec des architectes qui vont vous faire la morale. Effectivement, je serais dans la situation inverse, je le comprendrais. Mais c'est une situation auquel on est souvent confronté avec des opérateurs privés, qui n'est pas une situation agréable et que je trouve finalement, d'un point de vue sociétal, complètement anormale. Mais encore une fois, je comprends la situation dans laquelle ils sont, qui est aussi une situation souvent très tendue, avec des exigences qualitatives et des contraintes de budget qui ne permettent pas de répondre à ces exigences. Une dernière question peut-être. Bonsoir. Je pense qu'on a beaucoup évoqué la question économique ce soir, sans forcément le dire, mais en le montrant. Et le travail de vos deux agences, je pense via ce rationalisme ou cette frugalité constructive, finalement répond à cette problématique d'une manière très intéressante. Mais est-ce que vous, en tant qu'agence et professionnel, vous avez des pistes ou des leviers pour éventuellement contourner ou s'extraire de ce carcan financier, ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas le rôle de l'architecte aujourd'hui? Sí. No, o sea, para nosotros. Pour nous, le projet démarre avec le budget, hein. On travaille en fonction des éléments qu'on nous donne et on sait que si on fait dans le cadre qu'on nous a fixé, ils nous laisseront faire. Mais quand on appelle les entreprises, on demande des devis, on fait le travail de savoir exactement ce qu'on veut faire. Et en plus, on a une certaine complicité avec l'industrie, avec les entreprises. En fin de compte, j'obtiens une diminution des prix parce qu'ils veulent travailler avec moi, parce que ça fait des mois qu'on essaye de trouver une solution, des mois qu'on essaye de faire évoluer les matériaux. Et en fin de compte, ils arrivent à faire que les choses soient faisables. Mais ce n'est pas une question de demander davantage d'argent. Il est important de maintenir le budget juste, tout en tentant de faire le maximum. Et ce lien avec les entreprises est essentiel. Et plus encore, tous les grands changements qu'on a obtenus sur les derniers projets, qu'ils soient faits ou qu'ils soient dans le futur, résultent d'une complicité entre l'agence d'architecture et l'industriel. Et c'est plus là-dessus que sur le thème économique. Dans le débat, c'est quel type d'entreprise? Est-ce que c'est des très grandes entreprises ou il y a des grands constructeurs espagnols ou alors juste des petites entreprises, je sais pas, de 150 personnes? Non. En Espagne, il y a des grosses entreprises de construction qui font en général une catastrophe. Mais c'est eux qui gagnent les concours.
Mais ensuite, ils engagent une série de personnes qui sont ceux qui font vraiment le travail. Ici, je crois que vous faites vous procédez par lot, alors que nous, c'est pas le cas. On fait le tout. Et c'est un drame, c'est une catastrophe. Donc on va travailler avec les personnes qui vont faire les volets, ceux qui vont mettre le bois, ceux qui vont fabriquer les briques en terre compactée. Et on les aide. Quand on parle avec eux, on fait des réunions, on dit bon, ben, ton produit, tu pourrais l'améliorer de telle ou telle manière. Et ça les intéresse. Et nous, ça nous aide à avoir une situation gagnant-gagnant. Et qu'avoir un bâtiment qui soit susceptible de devenir un prototype grâce à tout ce que vous avez suggéré. Et eux, ça les intéresse, et toi, ça t'intéresse aussi parce que tu as obtenu que ce matériau soit à un coût meilleur et qu'il ne fasse pas forcément un bénéfice dessus parce qu'ils ont compris le caractère d'exemplarité. Ça vous inspire une réaction? Pardon? Inspire une réaction ou un commentaire? Je pense qu'en France, c'est aussi la difficulté, elle est aussi dans le fait qu'il y a souvent une attente d'un certain pittoresque, peut-être, urbain, qui nous conduit d'ailleurs, nous aussi, hein, parfois, parce qu'on a envie de gagner les concours, à proposer une organisation, par exemple, avec une certaine, le projet que je présentais au début, par exemple, avec une certaine complexité, beaucoup de linéaires de façade, des découpages, des ouvertures, etc. Parce que finalement, ça produit un paysage urbain qui est assez avenant, qui est assez hospitalier d'une certaine manière. Mais ça nous conduit également dans des situations où, une fois qu'on a fait ce travail d'implantation, on a un peu dépensé tout le budget, quoi. Parce que, et donc, à l'inverse, je pense qu'une des voies possibles, c'est d'arriver à convaincre d'une forme urbaine, peut-être un peu plus brutale. Je pense au projet que vous avez présenté, là, comment il s'appelle, Graziella, je ne sais pas, voilà, qui est quelque chose d'extrêmement simple, un peu brutal, Cornelia, pardon, mais qui a l'avantage de résoudre en fait tout un tas de questions à la fois, économiques, environnementales, etc. Donc ça, effectivement, c'est une voie possible parce que ça permet de contourner un peu le problème, mais qui est une voie un peu complexe parce que souvent, ce sont des projets qui ne gagnent pas en fait dans les concours parce qu'ils sont jugés trop systématiques, trop. Nous, on a fait un projet, par exemple, à Saclay, où on a eu la chance d'être soutenu, je dirais, par le jury, de remporter le concours. Et où c'est un projet où on a réussi d'une certaine manière à maintenir un niveau de qualité dans le matériau de façade, dans toutes les. Bon, c'est des logements étudiants, hein, donc c'est un programme un peu répétitif. Mais on a réussi à faire ça parce qu'on a proposé une forme urbaine qui avait une certaine monumentalité, une certaine répétition. C'était un bâtiment qui faisait 120 mètres de long, donc avec une dimension, une économie assez importante. Donc je pense qu'on parlait des opérateurs privés tout à l'heure. Une des voies possibles de sortie par le haut, c'est la taille des opérations, c'est-à-dire de faire des grosses opérations. Ça permet des économies d'échelle et ça permet, même si c'est des opérateurs privés qui ont besoin de faire une marge, etc., ça permet malgré tout d'arriver à répondre à cette équation un peu impossible. Mais il faut aussi accepter l'idée, et je pense que ça c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter en France, qu'un architecte, un bon architecte en tout cas, il peut faire 200 logements sans que ça ressemble à une barre de la Courneuve. Voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a une culture urbaine qu'on a gagnée en Espagne comme en France, qu'on capitalise sur les 30 dernières années, où on sait créer de la complexité, on sait recouper une façade, retrouver par les circulations, l'organisation, la typologie, etc., une forme de complexité et faire en sorte qu'un projet, même si c'est un seul architecte qui fait une grosse opération de 200 logements, ça peut être une opération intéressante. Alors qu'aujourd'hui, en général, en France, c'est 50 logements pour X, 50 logements pour Y, etc. Et ça conduit souvent à un morcellement quand même urbain qui n'est pas forcément ce qu'on a fait de mieux ces dernières années. C'est un goût pour la diversité. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je remercie tout le public, je remercie les architectes, je remercie également Sandra et Véronique à la traduction, Florian et Mathieu à la technique, Anne pour avoir passé toutes les diapos et toute l'équipe des duos, Francis, Martine, Christine. Et je vous essayer d'attraper les architectes si vous avez encore des questions à leur poser. N'oubliez pas d'aller voir leur installation. Donc il y a un bout de Corneilla dans le half-pipe. Et on vous remercie encore d'être venus dans ces conditions et on vous dit à bientôt. Au revoir.